Allez, première partie, les amis. France-Russie, une guerre d'ici 3 ou 4 ans. C'est un avertissement qui résonne comme un compte à rebours. Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a prévenu, la France doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans. On l'écoute. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prête à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Avec nous, le général Jean-Paul Perruche, général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Bonjour, en général. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration du chef d'état-major des armées? Est-ce que c'est pour nous faire peur? Est-ce qu'il décrit, est-ce qu'il est simplement lucide? Comment vous prenez cette phrase? Alors, le chef d'état-major des armées est tout à fait dans son rôle d'étude de contexte sécuritaire international, et on voit bien que dans les derniers temps, les rapports de force conduits par des empires s'imposent sur le droit international. L'Europe, après 30 ans de dividendes de la paix, se trouve désarmée, et donc il y a d'urgence, si je puis dire, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine, un besoin pour l'Europe de reconstituer des forces, parce que dans un rapport de force, la force militaire est évidemment essentielle. Et donc le général chef d'état-major des armées prévient que nous ne sommes pas au niveau convenable actuellement, et que par rapport à l'évolution des risques, eh bien, il faut rapidement se mettre à niveau de façon à ce que la première échéance qu'il envisage, c'est 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Ukraine actuellement, certainement, affaiblit le potentiel de l'armée russe, qui est notre adversaire principal potentiel, si vous voulez, et que il faut 3 ou 4 ans, certainement, au moins, aux Russes pour tenter une nouvelle action ailleurs. Donc il y a un lien entre cette analyse du contexte sécuritaire, notamment à l'est de l'Europe, et puis la capacité des armées européennes de s'opposer à une autre action de notre adversaire. Regardez, Général Perruche, on a fait une petite infographie sur les forces en présence. L'armée française, c'est 200 000 militaires, 40 000 réservistes. 225 chars, 4000 chars en face, 196 avions de combat, donc 97 Rafales, 1200 avions de combat en face, un porte-avions, un sous-marin nucléaire. Bon, on n'a pas tout listé, mais c'est quand même, ça donne un rapport de force quand même extrêmement déséquilibré. Et comment on peut rattraper ça en 3-4 ans ? Alors, il ne s'agit pas, je pense, pour la France, de rattraper ou d'équilibrer son potentiel par rapport à la Russie. 2 remarques là-dessus. Premièrement, les quantités indiquent une tendance, si je puis dire, mais la qualité des équipements est importante également. Et donc, on ne peut pas comparer dans les 4000 chars, les chars qui ont été construits dans les années 60 avec les chars d'aujourd'hui. Donc, il faut prendre ces comparaisons quantitatives avec les précautions nécessaires. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec les 200 chars français, on va équilibrer le potentiel de chars de la Russie. Mais la France n'envisage pas d'être confrontée à la Russie toute seule. Et donc, il faut à ce moment-là prendre en compte le potentiel de nos alliés européens de l'OTAN notamment. Et à ce moment-là, on rétablit des équilibres qui sont plus crédibles et surtout plus fiables. Guillaume ? Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement le chef d'état-major de l'armée, Fabien Mandon, nouvellement nommé. Il s'inscrit dans la droite ligne des propos qui avaient été tenus précédemment par lui, par le général Burkhardt, pardonnez-moi, qui est l'ancien chef d'état-major et qui avait désigné la Russie comme étant une puissance hostile à la France. Et c'est la première fois qu'on le faisait à ce niveau-là. Là, il faut quand même imaginer que les propos du chef d'état-major des armées, ils sont quand même pesé au trébuchet. Et, Général Perruche, vous me le direz et peut-être le confirmer, ils sont tout de même validés, ces propos-là, par le chef des armées, et le chef des armées, c'est le président de la République. Bien sûr, bien sûr.
Absolument. Le chef d'état-major des armées, c'est l'exécutant de la politique de défense de la France. Ce n'est pas le concepteur. Il est le conseiller, l'analyste de plus haut niveau qui vient donner tous les éléments au chef des armées, au chef de l'État donc, pour prendre des décisions. Après, c'est au chef de l'État de décider de la tendance, si vous voulez. Christophe ? Le chef d'état-major des armées ne parle pas de guerre, il parle de choc. Est-ce à dire qu'on doit aussi envisager par exemple une cyberattaque ou bien des opérations de manipulation comme on l'a vu avec des têtes de cochon devant les mosquées ou des étoiles juives pour troubler l'opinion, ou bien peut-être aussi simplement des survols de drones inquiétants? C'est à cela qu'il faut se préparer? Oui, alors évidemment, bon, vous parlez de cyberattaque, j'allais dire que la guerre dans le monde cyber, elle est actuelle déjà, elle est intense. Donc c'est pas quelque chose qui va constituer un nouveau choc. Ça, c'est une guerre souterraine qui se conduit tous les jours entre pays adversaires pour nuire aux intérêts de l'autre. J'en profite pour souligner que nous sommes en fait en guerre avec la Russie déjà depuis un certain temps. Ce n'est pas que la Russie ait tenté d'envahir militairement la France ou ses dépendances, mais la Russie se livre à une guerre hybride contre notre pays et d'autres. D'ailleurs, d'autres pays européens depuis très longtemps. On l'a constaté avec non seulement le cyber, mais la désinformation, la corruption, l'augmentation des fractures à l'intérieur de nos pays, fractures sociales notamment. Et puis, il faut ajouter aussi les attaques contre nos intérêts ailleurs, en Afrique. On l'a vu dans le Sahel, mais ça existe aussi au Moyen-Orient, ça existe en Asie, un peu partout. Donc cette guerre, elle est en route déjà, mais elle prend des formes variables et différentes. Et ce que le général chef d'état-major des armées, ce sur quoi le chef d'état-major des armées se concentre, c'est une éventuelle participation à la résistance des Européens contre une attaque militaire quelque part de la part des Russes. On parlait de cohésion nationale. Est-ce que la France, après des années de désarmement, je dirais moral, presque militaire, est prête à entendre ce discours ? Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'une armée ne peut être efficace que si elle a la nation derrière elle. Alors, c'est vrai sur le plan naturellement psychologique et moral, mais c'est vrai aussi sur le plan de l'engagement des Français dans les armées, dans les forces armées. Or, on le constate dans l'ensemble de nos démocraties depuis déjà un certain temps, parce que nous sommes concentrés sur le bien-être individuel des gens. On s'est concentré aussi sur un état de paix à conserver. Il y a quelque temps, certains considéraient dans notre pays que construire des armements, c'était préparer la guerre. Alors, c'est se préparer à la guerre, mais pour l'éviter. Ouais, si vis pacem parabellum. Pardon. Oui, absolument. C'est la devise de l'école de guerre française. Et je pense que c'est vrai, c'est tout à fait vérifiable, si vous voulez, dans la mesure où chaque fois qu'un pays désarme, bien, il subit une attaque d'un prédateur qui est à ses frontières. Donc, la meilleure façon d'éviter la guerre dans le futur, c'est de la préparer. Et à cela, évidemment, il faut que les Français contribuent et comprennent bien le besoin qu'ont leurs armées pour les défendre. Oui, alors, les Français doivent être impliqués, en effet. L'armée, elle doit avoir le soutien et la cohésion d'une nation dans son ensemble. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que Fabien Mandon, qui est donc le nouveau chef d'état-major de l'armée française, il s'exprime devant la commission de la Défense. Il était auditionné à l'Assemblée nationale par la représentation parlementaire, et évidemment, on est en pleine discussion budgétaire. Donc il y a aussi des arrière-pensées. Faire corps avec son armée, c'est aussi la budgéter. C'est ça qu'il faut comprendre en général. Le budget de la défense, pardon Guillaume, avant que vous répondiez général, c'est 50,5 milliards, voilà, qui passe à 57,1 milliards. Voilà, il y a une loi de programmation militaire qui avait été négociée d'ailleurs par l'ancien ministre des Armées, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui est Sébastien Lecornu. Il avait réussi à obtenir un consensus général avec tous les partis impliqués dans cette discussion. Et l'idée, c'est d'arriver à 67 milliards d'euros à peu près. Mais le poids de forme, avait-il dit, Sébastien Lecornu, à l'époque où il était ministre des Armées, ça serait 100 à 110 milliards d'euros par an, le poids de forme d'une armée capable de résister, Général Perruche, à la menace russe.
Alors, c'est non seulement le poids de forme, mais c'est l'engagement qui a été pris par l'ensemble des pays membres de l'OTAN lors du sommet du dernier sommet de La Haye, faire 3,5% du PIB pour la défense. Et si vous multipliez notre PIB par 3,5%, ben vous obtenez ces chiffres-là, 100 à 110 milliards d'euros. Et je voudrais rappeler que ce chiffre-là correspond, le chiffre de 3,5%, correspond à ce que nous faisions en 1989. Et donc, ce n'est pas, j'allais dire, une surprise stratégique dans la mesure où la menace militaire est devenue une réalité sur notre continent. Eva Morletto, comment ça se passe en Italie? Est-ce que vos gouvernants sont aussi préoccupés? Et puis, est-ce qu'ils diffusent des messages aussi puissants quand même? Parce que c'est quelque chose. Quand le chef d'état-major dit ça a du poids. Oui, alors l'Italie est très divisée sur ces sujets, dans le sens que, bien évidemment, quand je vois ces titres France-Russie, je trouve un peu déstabilisant parce que l'OTAN existe encore, il faut le dire. Enfin, la force de l'OTAN est encore bien là, existante. L'Amérique, malgré les caprices, entre guillemets, de Trump, est toujours présente dans l'OTAN. Donc, ça serait l'affrontement de ces deux forces-là. Puis, il faut considérer que, voilà, il y a ces frais gigantesques pour un réarmement. Il faut considérer que dans ces frais, il y a énormément de moyens qui seront mis justement pour combattre une guerre hybride. C'est là le point de la question. Une guerre hybride qui existe déjà. Une attaque armée, c'est encore une hypothèse. Le général le rappelait, une guerre hybride, on y est déjà. Oui. On y est déjà. Si on pense aux élections en Moldavie, même ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, je veux dire, il y a plein d'ingérences de hackerage. Vous avez évoqué le soft power de la Russie en Afrique, qui a effacé un peu le pouvoir de la France-Afrique. Je veux dire, il y a plein d'éléments, les attaques de drones, donc toutes ces formes de déstabilisation-là, qui font que, en fait, on est déjà en plein dedans. Une hypothèse d'une attaque armée, ça reste encore une hypothèse. Là, il faut encore voir, et c'est sur ça que l'Italie est divisée, est-ce que c'est l'Europe qui provoque la Russie avec l'hypothèse d'un réarmement, ou est-ce que c'est Moscou qui provoque l'Europe? On est encore là-dessus, en fait, sur le problème. Il y a encore beaucoup de politiques italiens qui pensent que la Russie adopte une espèce de doctrine Monroe, donc de vouloir protéger ses frontières, de vouloir empêcher qu'il y ait des nations comme l'Ukraine, mais aussi quand c'est passé en Finlande, je veux dire, quand la Finlande a adhéré à l'OTAN, immédiatement, la Russie a déployé des troupes sur la frontière. Il y a des gens qui pensent ça aussi en France. Général Perruche, juste pour conclure, l'Europe est prête à une réponse commune face à la Russie, ou est-ce que le but de Vladimir Poutine, c'est justement de la fracturer? Évidemment, le but de tout adversaire militaire, c'est de fracturer l'opposition qu'il a en face de lui, si vous voulez. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Vladimir Poutine fera tout son possible pour d'abord séparer l'Amérique de l'Europe dans le lien transatlantique, et ensuite de diviser les pays européens entre eux, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Et vous avez vu d'ailleurs qu'avec ses agents en Hongrie ou en Slovaquie, il y réussit un peu. Donc, il faut effectivement prendre toutes les précautions. Alors, je serais une remarque sur ce qui vient d'être dit. L'OTAN continue d'exister, mais l'OTAN, je veux dire, a changé de nature dans la mesure où les intérêts de sécurité américains ont glissé vers l'Est et ont quitté un petit peu l'Europe. Alors, pas complètement, puisque la structure de l'OTAN existe. La question qu'on peut se poser à la lumière de ce qui se passe en Ukraine et des volte-face du président Trump, c'est de se demander si demain, après la Géorgie, après la Crimée, après l'Ukraine, s'il se passe quelque chose dans les pays baltes, qui sont membres de l'OTAN, est-ce que l'Amérique va déclencher le feu suprême? J'ai quelques doutes. Donc, si vous voulez, il faut que les Européens se préparent effectivement militairement à agir seuls dans certaines configurations. Merci beaucoup, général Jean-Paul Perruche. Le général Fabien Mandon, donc le chef d'état-major des armées, a dit face au défi, pas de relativisme, mais de la lucidité et du courage. C'est justement le thème du livre de notre prochaine invitée, à la une 2. Ah, voilà,
Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, prenez place, asseyez-vous. Vous êtes ancien chef du RAID, auteur de Ni capitulation, ni résignation. Puisque vous l'avez, votre livre, je l'ai oublié sur mon bureau, vous voulez bien le montrer à la caméra, aux éditions Fayard. Jean-Michel Fauvergue, partout on a l'impression, en France, sans faire de catastrophisme, de populisme, de démagogie, de je ne sais quoi, on a l'impression quand même que l'autorité vacille à l'école, dans la rue, dans l'espace public quand même. Et pendant ce temps-là, les symboles s'entrechoquent. Un ancien président derrière les barreaux, un braquage spectaculaire au Louvre. Et puis, il y a quelques semaines, mais c'est pas si loin, un policier roué de coups à Tourcoing. Les types, carrément, sautent à pieds joints sur sa tête. Pour vous, vous êtes donc ancien patron du RAID, il faut ni capitulation, ni résignation. Vous appelez à un sursaut. C'est presque un programme politique, votre livre. Écoutez, ouais, ça peut être un programme présidentiel. Je le mets à disposition de ceux qui n'ont pas d'idée. En fait, en réalité, vous dites l'autorité vacille, elle fait plus que vaciller. L'autorité du RAID, l'autorité de. J'étais en train. Pas du RAID, justement. J'étais en même temps en train de lire le bandeau qui est en face de moi. L'autorité, d'une manière générale, elle fait plus que vaciller. Elle est largement remise en cause. On a une espèce d'inversion des valeurs dans notre société. Alors pas que chez nous, mais chez nous c'est beaucoup plus marqué. On a une inversion des valeurs. C'est dire que, par exemple, c'est le flic, c'est le policier qui amène du désordre. On entend même dans les rangs de la France Insoumise, la police tue. Oui, bien sûr qu'on entend ça. C'est complètement. Alors la problématique, c'est pas d'entendre ça, c'est le fait que ça soit pas puni par une justice qui aujourd'hui, d'une manière générale, est hors sol et ne punit que des cibles qui l'intéressent, quoi. Ah, vous pensez ça de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, par exemple ? Oui, par exemple, mais pas que. Je peux remettre aussi dans le débat l'idée de mettre en détention préventive un policier, quels que soient les actes qu'il ait commis, ce qui est donc présumé innocent, un policier, alors qu'il a toutes les garanties de représentation, il ne va pas aller chez la partie adverse pour la menacer, etc. Il est contrôlé par sa hiérarchie. C'est le policier, dans l'exercice de ses fonctions, qui commet des violences qui sont des violences légitimes, d'une manière générale, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas à se retrouver en prison. C'est pas possible dans ce monde. Quand je vous parlais tout à l'heure du braquage du Louvre, du tabassage à Tourcoing, est-ce que ces faits traduisent une perte d'efficacité de l'État, un effondrement du respect de la loi ? Écoutez, moi je fais une différence. Vous ne les metteriez pas tous dans le même sac ? Non, je fais une différence. Alors le braquage du Louvre, tout aussi spectaculaire qu'il soit, il y a eu déjà des braquages, il y a eu des vols spectaculaires aussi par le passé dans notre histoire, etc. Là, en fait, il y a une vraie faille de sécurité. Bon, ça c'est une et ça arrivera. C'est une opportunité, disons. Ça arrivera encore dans d'autres domaines, etc. Sur le tabassage du policier, sur le fait que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, tous les vecteurs d'autorité soient attaqués, tabassés de cette manière-là. Là, il y a un vrai problème sociétal, il y a un vrai problème de société. On va massacrer les policiers. Et après, il faut voir ce qui se passe après. C'est-à-dire, une fois que l'enquête est faite, de quelle manière sont punis les agresseurs, les gens qui ont fait ça. D'ailleurs, j'allais dire Pour l'instant, ils ont tous été remis en liberté. Oui, vous avez la